Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau de votre émission Islam. Nous allons continuer cette série consacrée aux grandes civilisations. Aujourd'hui, les Abbassides et les Carolingiens. Nous allons aujourd'hui aborder cette grande complicité entre un grand calife abbasside, Haroun al-Rachid, et Charlemagne. Pour nous en parler ce matin, j'ai le plaisir de recevoir deux historiens. Bonjour, Gabriel Martinez-Gros. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire médiévale. Vous êtes professeur à l'Université de Nanterre. À côté de vous, Mathieu Tillier, bonjour. Vous êtes médiéviste, spécialiste du Moyen-Âge. Vous êtes professeur de l'islam médiéval à la Sorbonne, Paris 4. Merci, messieurs, de venir nous informer et nous raconter cette histoire prestigieuse. Mais avant de cela, regardez avec moi ce document qui nous a été préparé par Marie-Annick Leguerne. Regardez. Si, au cours de l'histoire, les relations entre le monde islamique et l'Occident ont été conflictuelles, il y eut des périodes d'alliance et d'échange entre la croix et le croissant. Comme au 8e et au 9e siècle, entre deux empires et deux figures emblématiques de l'époque médiévale, Haroun al-Rachid et Charlemagne. Descendant de l'oncle du prophète, 5e calife de la dynastie abbasside, Haroun al-Rachid est né en 763, à Rai, près de l'actuel Téhéran. Il meurt au cours d'une expédition militaire à Tous, aux confins de l'Afghanistan, en 809. Il accède au pouvoir à 23 ans, en 786, à Bagdad, alors une des plus grandes villes du monde. Dans un empire musulman divisé, face à un monde chrétien lui aussi divisé, Haroun al-Rachid va élargir les frontières du califat. Il est alors en conflit avec les Byzantins et avec les Omeyyades, qui, chassés de Syrie, se sont repliés sur leur émirat andalou à Cordoue, d'où ils contestent la légitimité du califat abbasside. Or, l'ennemi héréditaire de ces Omeyyades d'Andalousie, c'est le fils de Pépin le Bref, petit-fils de Charles Martel, Charlemagne, Charles le Grand, ou encore Carolus Magnus, en latin, qui donne son nom à la dynastie carolingienne. On ne connaît pas l'année exacte de sa naissance, mais on sait qu'il meurt en 814 à Aix-la-Chapelle, dans l'actuelle Allemagne. Le très chrétien roi des Francs étend son royaume vers la Lombardie, puis vers le nord et vers l'est. Couronné empereur d'Occident en l'an 800, il rêve d'unifier l'empire chrétien en incluant Rome et Byzance dans les frontières carolingiennes. La chanson de Roland fait de lui une figure légendaire. La barbe blanche et la tête fleurie, le corps bien fait et le maintien farouche. Une autre épopée littéraire à succès assure la renommée immortelle du calife Haroun al-Rachid, l'ami des pauvres, celui qui se fond au milieu du peuple pour mieux traquer les injustices avant de rentrer dans son somptueux palais des 1001 nuits. Gabriel Martinez-Gros, quelle a été l'époque de ce grand calife, le 5e calife des Abbassides, qui était Haroun al-Rachid? Ce qu'on peut dire, c'est que d'ailleurs les deux dynasties, celle des Carolingiens et celle des Abbassides, naissent à peu près au même moment, c'est-à-dire au milieu du 8e siècle, vers 750. Donc quand leurs deux souverains respectifs, Charlemagne et Haroun al-Rachid, prennent le pouvoir, ce sont des dynasties encore jeunes, encore en effet militantes, pour ne pas dire militaires. Mais ce sont des dynasties sur le point de s'assagir, sur le point de se stabiliser. Et ce que nous allons voir, c'est-à-dire la relation entre Haroun et Charlemagne, est en partie le produit de cette stabilisation, du fait que ce sont des empires désormais constitués, qui ont été constitués par les conquêtes militaires, soit des prédécesseurs, dans le cas de Haroun surtout, soit par les conquêtes propres du souverain, dans le cas de Charlemagne. Ce sont des empires constitués et qui marquent leurs frontières, en quelque sorte, marquent leur puissance et entendent repérer dans le monde ceux qu'ils considèrent comme leurs égaux ou ceux qu'ils considèrent comme leurs pareils. Le contemporain d'Haroun al-Rachid est incontestablement ce grand empereur. Qui est Charlemagne?
Alors, Charlemagne est le fils de Pépin le Bref, et Pépin le Bref est donc ce maire du palais, comme on disait dans le monde mérovingien, dans le monde des rois qui avaient précédé les Carolingiens, ce premier ministre en quelque sorte, qui s'empare du pouvoir en fait, à la place des souverains qu'il sert et qui institue, qui enracine sa propre dynastie. C'est donc un usurpateur. C'est important. Charlemagne, comme d'une certaine manière les Abbassides, est le fils d'un usurpateur. Haroun, lui, est le petit-fils des fondateurs de l'Empire, c'est-à-dire des fondateurs. Il est de la troisième génération, disons, des fondateurs de l'Empire abbasside qui ont renversé les Omeyyades, lesquels se sont réfugiés, comme on l'a vu dans le sujet, en Espagne. Donc voilà, Charlemagne, lui, est le fils. Et en large part, c'est lui qui va constituer l'Empire carolingien, c'est-à-dire qu'il fait... son père lui a laissé déjà un beau royaume qui correspond en gros à la France, à la Belgique, à une partie de l'Allemagne d'aujourd'hui, mais il va l'étendre considérablement à une partie de l'Espagne, à la quasi-totalité de l'Italie, et à une beaucoup plus large part de l'Allemagne et de l'Europe centrale. On peut dire qu'à la mort de Charlemagne en 814, et même vers 800 déjà, lorsqu'il s'établit à Aix-la-Chapelle, lorsqu'il fait construire sa capitale d'Aix-la-Chapelle et qu'il s'y établit, la chrétienté qui obéit à Rome est à peu près entièrement, c'est-à-dire la chrétienté catholique, dirions-nous aujourd'hui, est à peu près entièrement sous son autorité. Les Abbassides qui avaient pris demeure comme capitale Bagdad. Le 5e calife dont il est question, c'est Haroun el-Rachid, ce grand calife. Qui était-il, Mathieu Tillier? Eh bien, c'était déjà un homme jeune qui est arrivé au pouvoir, comme l'a dit votre documentaire, quand il avait 23 ans, arrivé au pouvoir dans des circonstances un peu troubles. On a parlé d'usurpateur avec les Carolingiens, mais alors la question n'est pas aussi nette avec Haroun el-Rachid, mais en tout cas, il n'était pas destiné à régner au départ, puisque c'est son frère aîné, el-Hadi, qui a commencé par être calife. Mais le pauvre el-Hadi est mort dans des circonstances un petit peu suspectes, au bout d'un an de règne. Et alors les historiens, y compris les historiens arabes, s'interrogent, se demandant si finalement il n'y a pas eu un complot, peut-être de proches de Haroun el-Rachid, pour lui permettre d'accéder au pouvoir et pour permettre donc à son entourage de bénéficier Quel de a été son soutien. l'état des lieux, si on peut faire un état des lieux de l'Empire abbasside à ce moment-là, c'est-à-dire à l'arrivée d'Haroun el-Rachid, et surtout sous le règne d'Haroun el-Rachid, quelle a été la situation à ce moment-là? Alors, comme l'a dit Gabriel, l'Empire abbasside est à peu près stabilisé à cette époque-là. Il faut savoir que les Abbassides sont arrivés au pouvoir au terme d'un mouvement de contestation profond de la dynastie omeyyade, qui a culminé par un mouvement de révolte qui s'est transformé en révolution à l'est de l'Empire, au Khorasan, la région de l'est de l'Iran et de l'Afghanistan actuel. Un mouvement qui surfait sur une lame de fond chiite. Le fond de la contestation était chiite et voulait remplacer les Omeyyades considérés comme des usurpateurs par un membre de la famille du prophète, c'est-à-dire un membre de la famille hachimite. Et parmi ces hachimites, ce sont des descendants d'Al-Abbas, l'oncle du prophète, qui ont réussi à tirer les marrons du feu, en quelque sorte, et à s'imposer au pouvoir en 749-750. Au bout de quelques années de règne, la tendance chiite, en réalité, s'est complètement effacée du gouvernement abbasside, pour la bonne raison qu'ils ont dû se rapprocher des savants qui, eux, n'étaient pas forcément adeptes du chiisme, tandis que les chiites qui, eux, commençaient à se demander s'ils avaient mis au pouvoir la bonne personne parmi la famille du prophète, reportaient leurs espérances sur les descendants de Ali et organisaient une nouvelle contestation. Alors, une des caractéristiques de cet empire abbasside, c'est que c'est la première fois dans l'histoire du monde musulman où le centre de gravité de l'islam ne sera pas unique et uniquement en Orient. Il y aura aussi les Omeyyades. Et c'est une caractéristique sous notamment le calife Haroun el-Rachid. Absolument. Alors, il faut néanmoins distinguer, c'est vrai que une des
changement important apporté par la dynastie abbasside, c'est le déplacement de la capitale. Sous les Omeyyades, les califes régnaient depuis Damas, avec pour province principale la Syrie. Et il y a un mouvement d'orientalisation avec un déplacement vers l'Irak, qui était le centre de la contestation originelle, où en 762, le deuxième calife abbasside décide de bâtir la grande capitale qui était destinée à devenir Bagdad. Alors de l'autre côté, les émirs omeyyades de Cordoue ne prétendaient pas au califat. Alors ils contestaient la légitimité des abbassides. Ils régnaient depuis Cordoue, qui est donc une capitale secondaire, mais qui n'est pas encore une capitale califale. Il va falloir attendre le Xe siècle. Et ça posait problème pour le Bagdad, d'avoir une deuxième autorité qui parle au nom de l'islam. Absolument. Et les abbassides, évidemment, ne pouvaient pas supporter que cette partie de l'Empire fasse défection et prenne son autonomie. Et les abbassides ont fait ce qu'ils pouvaient pour essayer de réduire pour s'attaquer aux Omeyyades de la péninsule ibérique. Mais finalement, cet espace était très éloigné et ça a été sans succès. Charlemagne va donc être appelé un peu au secours par le calife abbasside parce qu'il avait ce caillou dans la chaussure, si j'ose dire, de l'Empire abbasside. Alors, le caillou dans la chaussure, c'est pas seulement les Omeyyades. Il faut ajouter que c'est l'ensemble du Maghreb, en fait, qui peu ou prou s'est déjà détaché de l'Empire abbasside sous le règne de Haroun. C'est-à-dire, tous les écoliers marocains le savent. D'abord, Idriss, la famille des Idrissides, qui a été vaincue lors d'un soulèvement chiite, comme le disait Matthieu, parce que les chiites ont réclamé ce qu'ils considéraient être leur dû, puisque le soulèvement abbasside avait été de tendance générale, de signe général chiite. Et les abbassides ont été vécus comme des usurpateurs par les chiites qui les avaient d'abord soutenus. Donc Idriss, vaincu, est obligé de se réfugier sur le territoire actuel du Maroc, où il fonde Fès, comme vous le savez, où son fils Idriss II fonde Fès en 808. Et puis c'est aussi l'actuelle Tunisie, qu'on appelle l'Efriqiya, et qui se détache de fait de l'Empire, plus ou moins ouvertement à partir de l'an 800, c'est-à-dire à partir du moment où Ibn Arlab y prend le pouvoir. Et c'est comment Charlemagne il va rentrer dans cette histoire? Voilà, alors Charlemagne entre dans cette histoire parce que lui est intéressé à une forme de conquête, en tout cas de terres ibériques. Il y a beaucoup d'intellectuels, on va dire, de clercs, comme on dit au Moyen-Âge, d'origine visigothique, donc d'origine espagnole dans son entourage, et plus tard dans l'entourage de son fils Louis le Pieux. Et ces clercs poussent à une forme de reconquête, le mot serait tout à fait anachronique, mais à une forme de conquête de terres ibériques ou de soutien aux chrétiens ibériques. Et ce projet, qui est tout simplement le projet de la dilatation de l'Empire, comme on dit sous Charlemagne, en latin, dilatatio imperii, c'est-à-dire de reconquête de l'ancien Empire romain autant que possible, ou des frontières de l'ancien Empire romain, rencontre les intérêts de Haroun, puisque les ennemis de Haroun sont aussi ceux de Charlemagne, en tout cas en Espagne, voire en Ifriqiya, voire au Maghreb. Haroun al-Rachid est resté dans l'histoire comme un des personnages légendaires des contes Les Mille et Une Nuits. Est-ce qu'on peut dire que Haroun al-Rachid était beaucoup plus que ce que l'histoire légendaire nous raconte? Alors, Haroun al-Rachid est un personnage de transition, et c'est peut-être pour cela qu'il est entré de cette manière dans la légende, puisqu'il règne à une période qui précède en quelque sorte les premiers grands troubles qui vont précipiter le califat abbasside dans sa diminution de pouvoir, si ce n'est sa perte, à partir du IXe siècle. Donc c'est une période faste aux yeux des historiens plus tardifs, pour qui Haroun al-Rachid est le symbole de l'unité du monde musulman et de la capacité aussi du calife à mener une politique à visée impériale, expansionniste, de défense de l'islam, mais aussi éventuellement d'attaque, par rapport à une période qui est celle de ses fils, à partir de 909, et au cours de laquelle le monde musulman oriental a été plongé dans la guerre civile, une guerre civile dont le monde musulman a eu du mal à se remettre. Gabriel Martinez-Gros, en ce qui concerne Charlemagne, autant pour Les Mille et Une Nuits, qui justement nous restitue la figure légendaire d'Haroun al-Rachid, autant la chanson de Roland a été celle qui a
magnifier, je dirais, une stature du commandeur dans l'histoire de Charlemagne. Quelle a été la réalité justement de cette légende ? Alors, il y a d'abord la légende. Peut-être qu'il faut en dire deux mots, parce que c'est la même situation que celle de Haroun al-Rachid, c'est-à-dire que Charlemagne a été d'autant plus exalté qu'il a représenté à un certain moment, comme on dirait en anglais, les good old times, les chers vieux temps, la chère vieille époque où on vivait bien. C'est-à-dire la dernière époque où on vivait bien avant la catastrophe. Et la catastrophe, c'est évidemment le règne de son fils, dans une certaine mesure Louis le Pieux, et surtout le règne de ses petits-fils, où l'Empire s'est divisé. Par le fameux traité de Verdun qui crée, dit-on, à la fois la France et l'Allemagne, de part et d'autre de cette frontière. Et donc, on a continué d'exalter la figure du bon empereur, du bon souverain, parce que c'était le dernier bon souverain. C'est un phénomène assez commun. Vous le trouvez aussi avec le personnage de Saint-Louis, qui est le dernier bon souverain croisé et qui ne lève pas l'impôt avant les affreux souverains qui ont abandonné la croisade et qui lèvent l'impôt, qui instituent l'impôt en France. Voilà, Philippe le Bel, par exemple, son petit-fils. C'est la même chose que le phénomène Haroun, me semble-t-il, dans la légende, c'est-à-dire les derniers bons moments avant les troubles, avant le désastre. Alors, pour Charlemagne, oui. Unifier l'empire chrétien sous la bannière religieuse était un élément fondamental dans sa stratégie et dans sa mission. Tout à fait. Oui. Alors, le propre de la dynastie peut-être carolingienne, c'est de s'appuyer sur l'Église et même très précisément sur la papauté beaucoup plus nettement que les mérovingiens qui les avaient précédés. Les carolingiens instituent le sacre. Ce sont les premiers rois sacrés à Reims à partir de Pépin le Bref. Et Charlemagne est sacré en même temps que son père et que son frère d'ailleurs, qui disparaîtra un peu comme Al-Hadi rapidement au début de son règne. L'empire de Pépin le Bref aurait dû être partagé en deux, mais finalement Charlemagne reste fils unique. Et donc ce sacre, cette importance, cette insistance mise sur l'empire chrétien, est effectivement très, très importante chez Charlemagne. Du côté de Haroun al-Rachid, évidemment, l'islam sera donc la bannière d'État, puisqu'il va donc unifier le monde musulman, vouloir l'unifier en tout cas, sous cette bannière religieuse. Quelle a été la situation ? Quel était le rapport entre le pouvoir étatique d'Haroun al-Rachid et la question religieuse musulmane ? Alors la question religieuse est absolument fondamentale et au cœur de la politique de Haroun al-Rachid, parce que les Abbassides sont à une période au cours de laquelle ils doivent imposer leur légitimité. Ils ont pris le pouvoir en prétendant restaurer l'ordre islamique et un ordre basé sur la loi religieuse, sur la justice du pouvoir. Et donc il doit, Haroun al-Rachid, montrer qu'il est le serviteur de l'islam. Et il le fait de plusieurs manières. Il le fait notamment en développant des institutions religieuses, par exemple en prenant à ses côtés un grand conseiller, un juriste qui s'appelle Abou Youssouf et auquel il décerne le titre de grand cadi, pour en faire en quelque sorte son ministre de la justice et pour placer sa politique sous la bannière de l'islam. Et il le fait également en se faisant le défenseur de l'islam, c'est-à-dire en allant attaquer les ennemis de l'islam. Avec un problème pour ce calife, c'est donc les Omeyyades en Andalousie qui vont contester sa légitimité, mais en même temps, ils vont se positionner comme aussi les porte-parole de l'islam. Et c'est une vraie question posée à ce moment-là, n'est-ce pas ? Oui, mais je crois que le problème intérieur, en réalité, est plus important aux yeux de Haroun al-Rachid. Il doit, avant tout, montrer sa légitimité auprès des Orientaux, de ceux qui vivent en Irak, de ceux qui vivent en Syrie. Et de ce point de vue, il est confronté à un problème qui est le développement, à son époque, d'un milieu de savants qui commence à remettre en cause un certain nombre de prérogatives califales, et notamment la capacité du calife à mener la guerre, puisque jusque-là, la guerre était une prérogative califale. Et il doit montrer
au savant que cette prérogative lui appartient et qu'il est capable de le faire au nom de l'islam en tant que savant lui-même. Alors, ce qui est intéressant, Gabriel Martinez-Gros, c'est cette concordance des temps, cette espèce de croisement, je dirais, d'intérêts entre l'Empire abbasside et Haroun al-Rachid et Charlemagne, puisque Charlemagne, lui, avait comme objectif d'unifier la terre chrétienne sous la bannière, sa bannière à lui, et il avait beaucoup d'ennemis aussi, n'est-ce pas? Il avait beaucoup d'ennemis, il en a combattu beaucoup. Il y a tout de même deux périodes très, très nettement distinctes dans la vie, dans la carrière de Charlemagne. C'est en gros avant et après l'an 800. Avant l'an 800, c'est un roi de guerre. C'est-à-dire qu'il doit passer, il commence à régner en 768, il doit passer sur ses 32 années, 25 ans ou quelque chose comme ça en campagne. Il est presque constamment en guerre. La guerre la plus célèbre et la moins chrétienne, si j'ose dire, c'est la guerre, curieusement, de conversion de la Saxe. C'est la première fois qu'on impose de force le christianisme à une région qui est jusque-là réticente, c'est-à-dire le nord de l'Allemagne, ce qu'on appelle la Saxe dans la géographie carolingienne. Et la deuxième partie tout de même du règne, c'est la stabilisation, d'abord parce qu'il se fait vieux, disons-le franchement, et puis surtout parce qu'il établit sa capitale. Il est très frappant de voir que le travail avait déjà été fait évidemment chez les Abbassides, mais le choix d'une capitale est toujours un moment très décisif pour une dynastie impériale dont les territoires recouvrent des réalités géographiques et humaines et ethniques extrêmement différentes. Donc, Charlemagne choisit Aix-la-Chapelle, comme on sait, c'est-à-dire en plein cœur de son domaine austrasien, de son domaine de naissance, si vous voulez, à la limite aujourd'hui de la Belgique, de la France et de l'Allemagne, Aix-la-Chapelle, de la même façon que les Abbassides avaient choisi, après avoir longtemps hésité, avaient choisi Bagdad en 762, et Haroun d'ailleurs avait tellement hésité qu'il a pensé déplacer la capitale de Bagdad à Raqqa en particulier. Mathieu Tillier, Haroun al-Rachid, en tout cas les Abbassides et Haroun al-Rachid, vont avoir à cœur de déborder l'espace classique du monde musulman pour aller vers d'autres conquêtes, mais il y avait un ennemi commun. Les Byzantins constituent véritablement l'ennemi principal de Haroun al-Rachid. C'est l'ennemi traditionnel, aussi parce que c'est le plus proche. La frontière byzantine se trouve très proche de la Syrie, de l'Irak. Et Haroun al-Rachid en fait vraiment un élément au cœur de sa politique, allant même jusqu'à déplacer une partie de la capitale, à Raqqa, comme Gabriel vient de le dire. Raqqa qui se trouve plus proche de la frontière byzantine et en développant à partir de là tout un système de frontières à la fois pour défendre et aussi pour attaquer. Alors simplement la question qu'on peut se poser, c'est de savoir s'il avait véritablement ambition de prendre de nouveaux territoires. Là, les historiens sont plutôt mitigés, mais si vous voulez, le but était avant tout de montrer, je crois, aux yeux des musulmans qu'il était capable de défendre l'islam et les incursions qu'il menait ne se traduisaient pas véritablement par le gain de nouveaux territoires. Il y a quelque chose de rituel dans Gabriel Martinez-Gros. Voilà, il y a quelque chose de rituel dans la guerre que mène un homme comme Haroun, effectivement. Dans les siècles postérieurs, on appréciera, on exaltera Haroun précisément pour avoir mené une année le djihad et une année le pèlerinage. C'est-à-dire d'avoir alterné, c'est très intéressant d'ailleurs, cette alternance du pèlerinage et du djihad qui est assez constante dans le droit musulman médiéval, mais il est caractéristique que on ait mis le pèlerinage sur le même plan que le djihad. C'est d'abord une obligation religieuse que cette guerre, ces expéditions d'été, ces saïfades que mène Haroun contre le territoire de l'Empire byzantin essentiellement. Ils avaient un ennemi commun, c'est Byzance pour les chrétiens, c'est les Omeyyades pour les musulmans. Cette alliance presque contre nature, très rapidement, elle a été un des moments très forts de l'histoire du monde musulman et du monde chrétien. Oui, parce que... Et en même temps très éphémère, il faut bien le dire. Parce il y en aura d'autres après. Il y en aura d'autres après. Mais tout simplement parce que ces deux empires qui sont sur le point de se stabiliser, qui sont donc prêts à s'entendre pour se
partager le monde, il faut bien le dire, hein, pour se partager l'ancien Empire romain ou les dépouilles de l'ancien Empire romain, même si pour Haroun, il n'y a pas seulement l'ancien Empire romain, il y a aussi l'ancien Empire perse. Mais ces deux empires vont peu à peu assez vite péricliter, hein, ils vont assez vite faiblir, hein, l'un et l'autre. Voilà. Nous reviendrons la semaine prochaine pour entrer un peu plus dans le détail sur les véritables rapports entre ces deux grands empereurs, les relations diplomatiques, culturelles et autres. Merci de nous avoir accompagnés cette matinée pour justement dérouler cette histoire passionnante. Alors, un certain nombre d'ouvrages qui nous ont aidés à préparer cette émission. De vous, Gabriel Martinez-Gros, Brève histoire des empires, comment ils surgissent et comment ils s'effondrent aux éditions du Seuil. Les débuts du monde musulman du 7e au 10e siècle, sous la direction de Thierry Bianchi, Pierre Guichard et Mathieu Tillier, de Mohammed aux dynasties autonomes aux éditions Presse universitaire de France, et Ginard, le biographe de Charlemagne, Vie de Charlemagne aux éditions Les Belles Lettres, Mathieu Tillier, de vous, les cadis d'Irak et l'État abbasside, vous êtes spécialiste de cette période abbasside, aux éditions L'Institut français du Proche-Orient. Al-Andalus, c'est une anthologie qui nous présente la variété et l'histoire culturelle et intellectuelle. Traduction et présentation par Brigitte Foulon et Emmanuel Tixier de Mexil aux éditions Flammarion. Et on ne peut pas ne pas citer le grand atlas historique du grand historien Georges de Duby, l'histoire du monde en 524 aux éditions Larousse. Avant de vous quitter, je vous laisse avec votre rubrique hebdomadaire Raconte-moi l'islam. Cette semaine, il sera question de la dynastie Omeyyade. Quant à moi, je vous souhaite un excellent dimanche, très bonne semaine. Au revoir. Bonjour, salam. Bienvenue dans votre rubrique Raconte-moi l'islam. Au cours des rubriques précédentes, nous avons évoqué l'histoire du califat Omeyyade et les caractéristiques de l'empire qu'il a fondé. Mais cette période de l'histoire de l'islam fut aussi très importante sur le plan culturel et religieux. C'est pendant le règne des Omeyyades que l'écriture de l'arabe fut perfectionnée et développée afin d'assurer la conservation du texte coranique. Selon les sources musulmanes, le secrétaire du prophète Mohammed, Zayd ibn Thabit, avait couché par écrit l'ensemble de la révélation. Le premier calife, Abu Bakr, avait conservé ce document comme un aide-mémoire. Mais au fur et à mesure de la disparition des compagnons ayant mémorisé le Coran, des versions parfois sensiblement différentes du texte se mirent à circuler. Le troisième calife, Othman, entreprit alors d'établir une version canonique dont il fit des copies de référence qu'il envoya dans toutes les provinces du califat. Il fit détruire tous les autres exemplaires. Le texte de référence, jusqu'à aujourd'hui, est celui que l'on appelle Mushaf Othmani, la Vulgate d'Othman. Les recherches ont permis de trouver de nombreux feuillets isolés du Coran ou des parties de manuscrits très anciens datant de la deuxième moitié du 7e siècle, donc peut-être contemporains d'Othman, en tout cas des premiers califes omeyyades. La datation se fait par la méthode du carbone 14 sur les parchemins, mais aussi par des considérations sur l'écriture. Ces feuillets sont écrits dans un arabe primitif que l'on appelle l'écriture hijazi. Ces feuillets ont parfois déclenché des polémiques, car on a pu lire ici ou là qu'ils ne correspondaient pas au texte actuel. En fait, les variantes sont mineures. Ce qui ressort de ces études, c'est que nous avons des manuscrits du Coran très anciens, datant du début du califat omeyyade, qui montrent que le texte du Coran était déjà conservé par écrit quelque 30 ans après la mort du prophète. Selon les sources musulmanes encore, c'est sous le califat omeyyade de Abd el-Malik que l'écriture s'est progressivement sophistiquée pour rendre attractive la lecture du Coran. Les manuscrits de la fin du califat omeyyade et du début du califat abbasside sont caractérisés par une écriture plus régulière, l'utilisation de points et de vocalisation en couleur et par des enluminures. Les magnifiques manuscrits appelés Coran d'Othman, comme le manuscrit de Topkapi et celui de Samarcande, datent sans doute de l'époque omeyyade. La conservation du Coran va donner naissance à des sciences et à des arts nouveaux tels que l'exégèse, la psalmodie du Coran, la calligraphie ou la décoration. Ces arts s'imprègnent de l'héritage des Grecs et des Perses. Ils contribuent à faire naître une civilisation nouvelle et originale. Au revoir, salam. Vous pouvez nous retrouver sur le site de France Télévisions et les réseaux sociaux. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa as'a
سيدنا ونبينا محمد